guerre de 14. Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont impressionné et qui m'ont impressionné pour une raison simple, c'est que tu me disais qu'il y avait des témoignages de tes grands-parents, des grands-oncles, etc., qui ont forgé un peu ton antimilitarisme. Alors, c'est un peu ça que j'aimerais bien qu'aujourd'hui tu me parles de ça. Tu me disais que un aïeul qui s'appelle Charles Dupuis t'avait raconté des choses un peu terribles qui t'étaient revenues ensuite dans la guerre d'Algérie, dont on parlera plus tard. Euh, alors j'aimerais bien savoir quel est, là, à brûle-pourpoint, le souvenir qui t'avait marqué étant jeune, et puis à quel âge d'abord, à quel âge il te racontait ça? Bon, comme tu le sais, puisque notre maman est décédée très jeune, et j'avais 13 ans, ma soeur en avait 8 quand notre grand-mère nous a accueillis si généreusement à la maison, donc Faubourg Saint-Martin, au 261. Et si tu veux, donc à 13 ans, on avait déjà défilé, mais surtout à partir de cet âge-là, j'ai vu défiler quasiment toute la famille. Et c'est vrai que ma grand-mère étant née en 1887, mon grand-père en 1880, donc c'est des gens qui avaient 30 ans passés déjà à la guerre de 14. Et celui évidemment qui était le plus immédiat, c'était un cousin de mon grand-père, donc Charles Dupuis, qui était ce qu'on appelle une gueule cassée. Alors cette gueule cassée, eh bien, ce pauvre homme avait reçu une balle en travers de la tête, il avait la tête déformée, et il faisait peur aux enfants, même Anne-Marie de Neubourg, aujourd'hui Anne-Marie Frilet, avait peur de lui, et elle pleurait dès qu'elle le voyait, parce qu'il était grand, mince, impressionnant. D'accord. En fait, ce cousin Charles Dupuis, donc cousin de mon grand-père, il avait fait Saint-Cyr, c'était une famille, une branche, la branche intellectuelle entre guillemets des de Neubourg, bon, du côté du Puy, du côté de sa mère, qui étaient des Beaucerons, et il avait fait Saint-Cyr, il était sorti en 1913. Donc il est parti en 14, alors qu'il était jeune sous-officier, enfin sous-lieutenant depuis un an. Et puis très rapidement, en 15-16, il était capitaine. Et donc il nous avait raconté donc, les assauts, enfin tout ça c'était terrifiant, hein, un petit peu comme dans les romans de Dorgelès et compagnie. Mais surtout ce qui est terrifiant, c'est comment il a été récupéré. La chance qu'il a eue, c'est comme étant officier, il avait une ordonnance. Tu sais, un soldat qui le suivait partout. Et quand il a été blessé au cours d'une attaque très violente, il y avait énormément, des centaines de morts qui étaient sur le terrain, et les soldats s'apprêtaient à jeter de la chaux vive dessus, sur les corps, pour éviter qu'ils pourrissent, quoi, enfin, pour les détruire assez vite. Et donc ce jeune homme, cette ordonnance, a dit: je vais aller rendre un dernier hommage à mon capitaine. Il est allé et il a senti que son cœur battait encore. Et à ce moment-là, on l'a sorti du tas des morts, et il est devenu vivant. Donc pas quand on dit debout les morts, c'était pour moi une histoire. Donc je ne suis pas devenu antimilitariste, je suis devenu anti-guerre en fait. Mm. C'est-à-dire pour moi la guerre c'était l'horreur absolue, et de voir cet homme avec sa gueule cassée qui finalement a fait une magnifique carrière, puisqu'après l'armée il a été commandant, il a quitté l'armée dans les années 30, il a pris une retraite dans les années 30 et 35, je ne sais plus exactement, et après la guerre il est devenu directeur, il a fini sa carrière comme directeur de l'hygiène à la ville de Paris. Il avait son bureau dans l'île Saint-Louis. J'avais été le voir dans son bureau, un immense bureau avec un garçon de bureau et tout, donc c'était un homme qui avait fait une carrière tout à fait honorable. Alors, il y a aussi quelqu'un, un personnage qui me j'ai jamais connu, qui apparemment est le père de grand-père, le père de Papou, qui ne parlait pas. Il parlait par geste. Qu'est-ce qu'il avait eu? Il avait été une attaque. C'était Oui, pendant la guerre. oui, C'était oui. quoi? Non, tout simplement, il était. Parce que le grand-père de Henri de Neubourg, donc mon grand-père, ton arrière-grand-père, n'a pas fait la guerre, puisqu'il était né en 1880, donc il avait 34 ans en 14, donc il était trop vieux pour faire la guerre, il avait 2 enfants, et il était mobilisé, il a été mobilisé au chemin de fer, donc, puisqu'il était rentré au chemin de fer en 1908, il était donc, il était garde-voie en fait, mobilisé dans son emploi en définitive. D'accord. Mais alors moi, ce qui m'intéresse un peu, c'est la difficulté ou la facilité dans les familles à communiquer. Alors je me dis, est-ce que peut-être le grand-père Papou, il n'avait pas des difficultés à communiquer parce que lui-même, son père, était quelqu'un qui communiquait pas, par définition. Non, parce que mon grand-père malheureusement ne parlait pas du tout. Et tante Geneviève, que j'aime beaucoup, qui est très, très subtile, très fine, disait toujours: il a été puni par où il a péché. Mon grand-père ne parlait pas quand il était jeune, avec sa femme, il communiquait par geste, même pour lui indiquer le sel ou le poivre.
Hein, c'était comme ça ou comme ça, suivant si c'était poivre ou sel, Mhm. terrifiant. Et à 70 ans, il a eu une attaque, il est devenu aphasique. Ah d'accord, donc il ne parlait pas avant même d'être aphasique. Hein, Ben, il parlait déjà peu, quoi. Ah ouais, ouais, c'était un taciturne comme... Mais, D'accord. ça c'est un autre mais, si tu veux, ça n'a rien à voir avec la guerre de 14, mais malgré tout, il était quand même, c'était un homme qui avait une certaine sensibilité, et c'est de lui que j'ai eu le plus de reconnaissance par rapport à la maison de Guermantes. C'est lui qui est venu, puis qui m'a dit que c'était bien. Parce qu'il ne parlait pas, mais il avait quelques mots qu'il arrive à prononcer. D'accord. Alors tu m'as parlé aussi ce matin d'un tonton que moi dont j'ai entendu parler souvent, tonton Milton. Et voilà, je ne sais pas bien quelle est son histoire, j'aimerais bien que tu me racontes. Alors, tonton Milton, c'est un surnom qu'avait donné Françoise, parce qu'il habitait rue Milton, tout simplement. Mais en réalité, c'était le mari d'une grand-tante de ma mère. Donc ça vient du côté d'un... Et c'était son second mari, puisque son premier était décédé. Et c'est un homme qui avait une stature extraordinaire, qui avait beaucoup d'humour, mais qui avait fait la guerre de 14 dans les tranchées, 4 années, ce qui est assez rare, parce que malheureusement, ils étaient souvent tués. Lui, il est rentré en 14, le 2 août, il est parti, et il est revenu le 11 novembre 1918. Il disait toujours, d'ailleurs, dans les tranchées, à la fin, il n'y avait que des imbéciles et moi. Parce que finalement, tout le monde avait réussi les Parisiens, tout le monde se faisait pistonner pour plus être dans les tranchées. Il y avait beaucoup d'étrangers, d'Africains, de Nord-Africains, on embauchait tout le monde, hein, c'était l'horreur, quoi. Et lui m'a raconté des choses absolument, nous a raconté, puisque j'étais témoin. Il venait manger chez ma grand-mère tous les mercredis soirs. Et quand il venait, pour moi, ça a duré de l'âge de 13 ans à son décès, presque jusqu'à l'âge de 20 ans. Pendant 7 années, il venait une fois par semaine, et j'étais là, et je buvais ses paroles. Il nous racontait, presque toutes les fois, il avait toujours, que je le branchais sur le sujet, les assauts, mais c'était horrible, quoi, horrible, horrible, la mort tout le temps. Et il nous raconte qu'un jour, il était dans une casemate, il avait tellement vu, tout le monde était tellement mort qu'on lui dit « Est-ce que tu veux aller porter un pli ?» Il dit « Bah oui, il n'y a pas de souci. » Il prend son pli, le voilà parti, il fait 20 mètres, il tombe dans la feuillée, c'est-à-dire dans la merde, quoi, tout simplement. Les latrines. Les latrines, ouais. on appelait ça les feuillets dans l'armée, et puis là, de coincer là-dedans. À ce moment-là, il y a des obus qui explosent de partout, et quand il s'est relevé, il est sorti de son caca. Il en avait jusqu'au... Il avait que la tête qui dépassait, s'était tenu au bord, il nous a raconté, il est resté 4 jours dans ses vêtements, et tout le monde était mort, il y avait des obus tombés sur la casemate d'où il sortait, tout le monde était mort, il était sauvé, lui, il était sauvé. Et puis il nous a raconté, c'est une chose qui est très émouvante, je ne sais pas si c'est trop long à raconter. Il s'est trouvé un jour dans une patrouille face à un soldat allemand. Ça, je trouve, c'est la plus belle histoire d'amour que j'ai jamais entendue. Et en fait, c'était lui, il a dit c'était lui ou moi. Et j'étais plus rapide que lui, j'ai tiré. Je l'ai tué. Et quand il a été tué, j'ai pris son portefeuille, j'ai vu qu'il était marié, qu'il avait 3 enfants. Et jusqu'à très longtemps, je ne peux pas te dire, mais pendant plus de 20 ans, il a envoyé de l'argent pour que cette femme puisse élever ses 3 petits-enfants, qui étaient tout petits à ce moment-là. Ah, d'accord, ouais, alors comment veux-tu que je sois militariste, enfin pour la guerre? Alors, il y a aussi l'histoire de l'oncle Pierrot qui est aussi liée à la guerre, puisqu'il a été condamné d'une manière extrêmement sévère à cause de la période de la guerre de situation. 14. Ouais. Alors bon, l'oncle Pierrot, donc c'était le frère de ma mère, donc qui était né en 1906, qui était donc un peu plus âgé, qui avait 8 ans, 7 ans de plus, et qui se trouvait donc en 1914. Mes grands-parents habitaient dans une rue qui était devenue en cul-de-sac à cause du chemin de fer, et donc au bout de la rue, c'était les lignes de voie ferrée de Paris-Est. Donc une ligne extrêmement utilisée par les militaires, puisque c'était par ces lignes-là qu'on emmenait les convois de soldats, quoi. Et il était gamin, donc en 14 il avait 8 ans, donc il avait ce qu'on appelle l'âge de raison, parce que l'âge de raison c'est 7, donc à 8 ans il était considéré comme responsable. Et avec des petits copains, ils ont fait les imbéciles, ils ont coupé des câbles. Et ces câbles c'était des fils ou de téléphone ou de signaux, je ne sais pas exactement. Et du coup il y a eu une enquête de fait, et comme mon grand-père avait certainement déjà un esprit un peu anti-guerre, on a tous les gens du quartier, on dit bah oui c'est ça, c'est des antimilitaristes, c'est des voyous. Donc ils sont contre la France. Résultat des courses, l'oncle Pierrot s'est trouvé en maison enfin, ce qu'on appelle, tu sais, correction. Voilà, une maison de correction. Et mes grands-parents ont été condamnés et frappés d'indignité nationale, c'est-à-dire interdiction de vote pendant 10 années. Et c'est tante Madeleine,
donc une des sœurs aînées de maman, qui me l'a raconté quand elle avait pas loin de 80 ans, et elle racontait ça comme une honte familiale terrible, quoi. Ah, et ça, cet épisode-là, donc, est resté dans le secret jusqu'à Oui, temps que... jusqu'à temps que tante Madeleine me le dise. Et alors, par exemple, Papou le savait et le racontait pas, lui? Ben, je ne sais pas s'il le savait ou si, je ne sais pas, non, non, enfin il ne le racontait pas en tout cas. Et je l'ai raconté à Liliane, qui ne le savait pas non plus. Donc on est en 2008, tu l'as raconté il y a 2 ans, quelque chose comme ça, il me semble. Ouais. Et alors, lui, il est rentré, donc il avait 8 ans, il est rentré dans une maison de correction, donc avec cette situation très difficile où ils étaient battus, où ils étaient donc séparés des parents. Et il en est sorti quoi, vers 18 ans, quelque chose comme Alors, ça? je ne peux pas te dire exactement parce que je pense qu'il a dû sortir à 14 ans. Parce qu'à l'époque, si tu veux, on commençait à travailler à 14 ans. Donc à 14 ans, bon, il me parlait toujours du père Talbot. Le père Talbot, c'était, quand j'entendais l'oncle Pierrot parler du père Talbot, c'était l'horreur absolue, quoi. C'était vraiment le méchant qui les frappait tout le temps. Alors est-ce que c'était un des maîtres ou c'était le directeur, je ne sais pas exactement. Et ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il a dû sortir à 14 ans. Et puis il a travaillé dès l'âge de 14 ans. Et c'est à ce moment-là, malheureusement, qu'il avait pris de mauvaises habitudes et qu'il a commencé à boire. Ah, d'accord. Il a peut-être sans doute commencé à boire pour essayer d'oublier, et puis pour essayer d'oublier la honte, parce qu'il devait être en plus stigmatisé dans la famille. C'était pas, oui, c'était pas vraiment le petit fils chéri, quoi. Hein, parce que bon, il a fait une connerie à 8 ans, et ensuite il était regardé, il avait continué à faire des conneries, ou il s'est rangé? Non, je pense qu'il a, je ne peux pas te dire exactement, parce que c'était pareil, ce sont des choses tellement lourdes que dans les familles, on n'en parle jamais. Ce que je sais, c'est qu'il avait, il avait pris un engagement dans l'armée à l'âge de vers 18 ans ou 19 ans. Il a dû devancer un peu l'appel, donc il est parti, tu vois, si tu fais le compte, il est parti en fait en 34-35, et puis il est resté militaire, il avait pris un engagement de 3 ans, et ça l'a amené en 39, et en 39 il a été fait prisonnier, enfin en 40 il a été fait prisonnier, il a fait 5 ans il a été 5 ans prisonnier en Allemagne. Donc pendant 10 ans, il était éloigné. Oui, quasiment, oui. Et à ce moment-là, il ne connaissait pas encore sa femme? Ah ben non, Ouais. mais mes grands-parents en plus, mes grands-parents n'ont pas connu tout ça, parce qu'ils sont morts en 34. Ses parents, donc les grands-parents d'Horizon, étaient morts en 34, donc ils n'ont pas connu. Et par contre, non, après il s'est marié après la guerre, au retour de captivité. Bon, ça c'est un autre épisode. Et donc il continuait. Et dans la famille, c'était connu qu'il était un peu près de la bibine. Enfin bon, comment... C'est-à-dire que oui, il était très connu, malheureusement, quoi, oui. Parce que dans les réunions de famille, des fois il faisait des... Non, parce qu'il participait déjà très peu aux réunions de famille. Et puis en fait, on voyait bien que le matin c'était très bien, puis le soir il n'était pas très net, hein, mais il buvait discrètement. Il allait au bistrot, ou bien moi personnellement je l'ai jamais vu ivre. Hein. D'accord, oui, ouais. Mais bon, il buvait discrètement. Voilà. Il avait certainement un petit peu honte aussi de cet état de fait. Bon, ce qu'il y a, c'est que le bon Dieu n'est pas toujours gentil. Quand il est rentré en 1945, après 5 ans de captivité, il a trouvé un travail comme archiviste chez Nicolas. Il avait le droit à 5 litres de vin gratuits par mois. En effet, ouais, c'est pas... C'était pas de chance. Aujourd'hui, on est moins regardant, enfin on est plus regardant comme ça. Alors bon, je vais peut-être passer à un autre sujet, quelque chose qui concerne plus la famille et qui est plus anecdotique. Je voulais un peu qu'on parle de l'origine. Alors aujourd'hui, j'ai appris l'origine arménienne et puis l'origine peut-être ashkénaze de la famille. Alors d'abord les Arméniens, enfin arméniens et ashkénazes. Alors on ne sait pas bien si... C'est-à-dire que j'ai fait quelques petites recherches historiques pour savoir un peu d'où la famille pouvait venir. Et puis, bon, des recherches pas très poussées, mais quelques recherches. Bon, Jacques, mon cousin, a fait un arbre généalogique plus conséquent, mais enfin, il ne remonte qu'à 1760 en Belgique, pour les de Neubourg. Donc, c'est quand même pas, c'est pas très loin. Hein. D'accord, parlons des de Neubourg en Belgique. Donc, la famille de Neubourg, c'était une famille implantée d'abord en Belgique. De Neubourg, ce sont des Belges, puisque le père de mon grand-père était belge. D'accord. De Neubourg, il arrive de Belgique. Ça, c'est clair. Bon. Alors, du côté d'Horizon, ce sont des gens originaires de Ballon, de la Sarthe. Bon, mais ma mère, par rapport aux photos, quand on voit, sa grand-mère était de Carnetin, sa mère était d'origine de Carnetin, son père était de la Sarthe, mais elle-même avait un type quand même méditerranéen, brune, etc., très caractéristique. Enfin, les photos le montrent bien.
Et du côté de papa, c'est là où les choses seraient plus claires, c'est que ce sont des Auvergnats du côté de sa mère, puisque du côté de son père sont des Belges, de Neubourg, mais du côté de sa mère sont des Auvergnats, et qui portent le nom de Magne, Manès ou Magne, suivant les orthographes, suivant les familles. Alors, on ne sait pas si ce sont des descendants d'Arméniens, parce qu'à une époque j'avais pensé que Manès, ça pouvait être manécien, que ça pouvait être des Arméniens, que ça voulait dire l'homme. Je me suis renseigné, puis on m'a dit non, pas forcément, mais Charles V n'a pas déporté, Charles V a remercié des soldats arméniens qui étaient venus par 1000 soldats arméniens venus par Lusignan VI, le roi d'Arménie de l'époque, donc au moment de la guerre de 100 ans, pour aider les soldats français, pour aider la France à combattre les Anglais. Ça c'est clair, c'est sûr. Et ensuite, pour les remercier, il leur a donné des territoires. Et ces territoires, il leur a donné il y a une personne, c'est-à-dire le Cantal. Ouais. Voilà. Et donc il y a 1000 Arméniens qui se sont implantés dans le Cantal. Donc moi j'avais pensé à une époque que ça pouvait, le nom de Manès pouvait être manécien. Et en fait, il semblerait que ce ne soit pas tout à fait ça. Par contre, le nom de Manès semble correspondre à la tribu de Manas, qui était donc une tribu d'Israël, puisque j'ai rencontré des gens qui physiquement ont trouvé que j'étais très ressemblant avec leur père et qui étaient des juifs originaires de Pologne. Violoncelliste, et qui était venu, qui s'appelle Manès, exactement, ça s'écrit pareil et tout pareil. D'accord, ouais, donc le nom correspondait, et quand ils t'ont vu, ils t'ont dit « Ah, mais vous... » Mais vous ressemblez à mon père. Et la femme m'a dit « Vous ressemblez à mon père. » D'accord. Ok, donc c'est peut-être plus une peut-être piste. la filière, la piste Manès serait peut-être plus crédible. Plus crédible. D'accord. Alors, maintenant, alors moi, on me pose quelque chose qui me touche aussi, enfin qui me touche un peu. On me dit, ah, de Neubourg, c'est noble, etc. Alors, tu me dis qu'on vient de Belgique. Est-ce que de Neubourg en Belgique, j'imagine que oui, mais est-ce que c'est aussi signe d'une noblesse? Et j'avais entendu dire aussi que après la Révolution, on a raccroché, c'était de plus loin Neubourg, les de Neubourg qui est arrivé en France. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Alors, les de Neubourg qui sont arrivés en France, de toute façon, ils sont arrivés seulement qu'en 1870. Donc, c'était déjà réglé. Mais tu as raison, que le problème est un problème, on n'était pas certainement noble, mais le nom était coupé en deux. C'était de Neubourg. Ça, c'est clair. Jacques l'a trouvé, et c'est seulement à partir de 1760 que c'est devenu en un seul mot. Donc c'était avant la Révolution, de toute façon en Belgique, il n'y avait pas, c'était pas la France, c'était les Pays-Bas, les Flandres, ça appartenait à l'Espagne, je ne sais pas exactement. Par contre, ce que je peux te dire, là je pense que tu aurais dû le savoir, mais si tu as lu Ruy Blas, bien sûr, Victor Hugo, princesse de Neubourg, la princesse de Neubourg. Voilà. Mais la princesse de Neubourg, non. C'était une héritière belge, c'était une des filles de la couronne belge. Alors, parce que moi je pensais que c'était donc, il a pris effectivement un nom qui existait. Il a pris un nom qui existait, Mademoiselle de Neubourg. D'accord. Tu connais l'histoire de Xavier Petit, qu'on avait emmené à l'Académie française avec ta maman, et il avait 4 ans, et je l'avais prévenu, et à un moment donné, quand l'autre dit « Et vous, Mademoiselle de Neubourg ?» Et Xavier, qui était tout petit, Xavier dit « Papa, c'est nous !» Tous les gens rigolaient tout autour dans le théâtre. Mais j'y suis retourné il y a 2 ou 3 ans pour Viblas aussi, et c'est vrai que en plus on était au premier rang parce qu'on avait eu des places super pas chères, enfin bref. Effectivement, c'est frappant d'entendre Madame de Neubourg. Oui, on disait Madame, c'était une demoiselle, on dit Madame, et vous, Madame de Neubourg. Ouais, la princesse de Neubourg. Moi j'ai un prof de philo spécialiste de Victor Hugo. Enfin, j'étais passé en auditeur un livre en fin d'année, enfin bref, il me dit quel est votre nom à l'oral de Neubourg. Il me regarde, ça va être bon alors. Parce qu'il avait se rappelé de Ruy Blas, quoi. Bon, c'était une petite coquetterie de sa part, mais je ne sais pas si j'étais à la hauteur de ses espérances. Alors, les aïeux, alors peut-être on peut remonter un peu aux aïeux plus proches. Papou, alors l'énigme grand-père, moi c'est un grand-père un peu duplice parce qu'il nous racontait des histoires quand on était petit, il était cajoleur, etc. Et puis des fois il avait des lunettes noires, on ne savait pas, il se mettait au dos à la télé, il disait qu'il avait mal aux yeux et tout ça. Et moi j'ai lu son témoignage qu'il m'a donné, dans lequel il racontait, j'allais dire, et prétendait, mais c'est méchant pour lui, il racontait qu'il avait eu une sorte de cancer des yeux qui n'avait pas été diagnostiqué par aucun médecin, et qu'un jour il se retrouve dans une abbaye,
le prêtre dit, quelqu'un parmi vous va être appelé par le Seigneur, il va être guéri de sa maladie, et il me dit, je suis sorti dans son témoignage, et j'ai vu la lumière, j'ai pu retirer mes lunettes noires, et j'ai enfin vu. Toi, c'est plus près de nous, hein, mais c'est mes aïeux à moi. Quel souvenir t'as de ça? Qu'est-ce que t'en as pensé? J'avoue que c'est très difficile d'avoir un avis parce que effectivement, moi je connais la même histoire. Bon, c'était peut-être pas dans une abbaye, mais c'était au cours d'un rassemblement et c'était le Monseigneur Di Falco qui était l'adjoint de D'accord. donc un personnage qui avait une certaine faconde, assez brillant. J'ai lu son bouquin d'ailleurs il n'y a pas longtemps qui est tout à fait sympathique et c'est dans cette même assemblée qu'il avait rencontré Chantal, donc sa dernière compagne, avec son frère Joël qui était handicapé mental, enfin qui était bon. Mais je ne peux pas te répondre parce que c'est une sorte de mystère. Bon, moi je pense qu'il n'avait rien du tout, mais que bon, son veuvage, sa vie un peu particulière où il était quand même très dévoué malgré tout à la Croix-Rouge, à l'abbé Pierre, ici ou là, où il s'occupait pas tellement de nous. Et finalement, il a bien fait. Dans le fond, ça nous a obligés à nous prendre en main. Et tout ça fait que bon, bah, il s'était peut-être un peu enfermé. Je ne sais pas. C'est une question, une énigme aussi pour moi autant que pour vous. Et t'en avais jamais parlé avec lui, tu t'estimais que c'était son truc et de toute façon Bah, c'est-à-dire que quand j'étais enfant, j'avoue que j'étais pas enfant, j'étais déjà jeune. Ensuite, je me suis marié, bon, je le voyais moins, mais ça m'énervait un peu. Je trouvais qu'il en rajoutait un peu, ces histoires de cancer, des trucs des yeux. Je veux dire, ça me paraissait. Surtout que tous les médecins disaient qu'il avait rien. Donc, ouais, c'est ça qui est problématique. il y a peut-être un cancer des lunettes de soleil, je sais pas, mais c'était. Non, je sais pas, là, c'est quelque chose. Bon, pour moi, c'était psychosomatique, enfin, il me semble. Ouais, après, psychosomatique, peut-être il se crée une maladie. Oui, mais enfin, il n'y avait rien de fondé. Bon, cela dit, c'est vrai que comme on en a parlé ce matin, je te disais que grand-père n'était pas, enfin, papa n'était pas un professionnel du travail, et c'est vrai que la retraite c'était 65 ans à l'époque, et grâce à sa, entre guillemets, petite tragicomédie, si l'on veut, il a pu prendre une retraite anticipée à 60 ans. Ouais. En fait, en arrêt maladie, il a pu s'arrêter. Et c'est vrai qu'il avait un travail qui était extrêmement précis, puisque comme il dessinait pour la broderie, il faisait son travail avec une machine à piquer qui était vraiment des tout petits trous. Et c'est vrai que ses yeux, bon, il avait des difficultés. Moi, j'ai un peu des problèmes d'yeux, donc je sais ce que c'est que ne pas bien voir, porter des lunettes fortes, de plus en plus fortes. À un moment donné, tu t'inquiètes quand même. Ouais. Alors, bon, qu'il ait eu des inquiétudes, c'est clair. Bon, qu'il ait les yeux fatigués. J'ai souvenir dans mon enfance que maman lui faisait de la mamélis, tu sais, c'est des plantes, de la tisane qu'on mettait dans des cotons. Puis déjà, quand il avait seulement 30 ans, il était le dos sur il se mettait des compresses d'amamélis sur les yeux. Donc toi, j'ai toujours connu papa comme ça. Un peu faiblard des yeux. Alors, on va peut-être, ce qui est intéressant aussi, c'est essayer de voir un peu la progression des métiers, des différents métiers, hein, parce que là, le cocher de fiacre, c'est quelque chose d'impressionnant, puisque ça n'existe plus. Puis moi, je vois dans les films, on en parlait ce matin, La lettre d'une inconnue, on voit ces fiacres comme ça, dans la nuit. Donc, est-ce qu'on pourrait faire un peu une filiation des différents métiers en repartant de tes grands-parents? Alors, il y a 4 grands-parents. Est-ce que tu ressens une certaine progression dans les métiers, une volonté dans la famille, une progression sociale ou Non, je ne pourrais pas dire ça. Moi, je peux dire que nous avons de la chance. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais l'impression d'avoir deux familles qui étaient complètement, en définitive, complémentaires. C'est-à-dire que du côté de maman, c'était quand même plus. Mon grand-père était un homme qui avait la tête près du bonnet, qui ne se laissait pas faire, qui a dû avoir 5 emplois dans sa vie, qui avait 5 patrons différents, ce qui était à l'époque très rare, parce qu'on faisait sa carrière, et qui a terminé sa carrière comme fondé de pouvoir. Donc lui, une progression sociale assez importante. Mais dans la famille, c'était des poètes. C'est-à-dire qu'il y avait un oncle, un beau-frère à lui qui était poète, qui ne travaillait pas. Il y avait les cousines d'Horizon qui fabriquaient des images religieuses. Quand tu dis poète, c'est qu'il écrivait de la poésie. Il écrivait des poèmes toute la journée, il ne travaillait pas. Il vivait au crochet de sa femme qui, elle, faisait de la broderie. Elle était ouvrière de broderie, travaillait à la maison avec ses filles. C'était beaucoup ça, c'était dans la famille du côté de maman. Même sa mère, même ce que j'ai raconté, sa mère, même maman jeune, c'est comme ça que l'a connu papa, il faisait de la broderie. Il travaillait à la maison pour broder des chaussettes, des
tout ce que tu veux. Enfin, de la broderie à l'époque, tout était brodé, hein, donc les chemises, tout ça, c'était brodé à la demande. Donc c'était des brodeurs, c'était un peu des artistes. Et puis les cousines d'Horizon qui faisaient donc les images religieuses. Tante Madeleine faisait de l'aquarelle. L'oncle Pierrot chantait. Ma grand-mère jouait, mon grand-père jouait un peu de piano. C'est pour ça que j'ai voulu faire un peu comme lui. Il était amateur, mais bon, comme nous tous, comme si tu veux, il était un peu artiste. Il y avait un cousin qui faisait du violon. Donc c'était le côté, la branche artiste, tu veux, un peu créative, du côté de maman. Et du côté de papa, c'était plus des ouvriers. Grand-père de Neubourg, son belge. Le belge, il est venu, il était parquetteur. C'est pour ça que l'oncle Pierre avait fait un portrait, un tableau d'après Caillebotte, le peintre, tu sais, qui a fait ses parqueteurs, qui gratte. Henri en a un dans chez lui. Voilà, Ouais. bon, bah c'est ça, c'était Caillebotte qui a fait ça. Bon. Et ça, c'était le grand-père de Neubourg venu de Belgique pour être parqueteur. Et puis en Suisse, Henri, donc le grand-père, était bourrelier. Tu vois, c'était tout. Son frère était serrurier. Bourrelier, c'est quoi? Bah, bourrelier, c'est celui qui fait les colliers pour les chevaux. Ah non, ouais, Ah oui, la bourrelerie, ouais. les colliers pour les chevaux, les wagons de chemin de fer, les coussins en cuir, tout ce qui est objet de cuir, capitonner les fiacres, tout ça, les voitures, tout ça. Bourrelier, bon, c'est un métier qui est inconnu maintenant, disparu. Plastique, bon. Et puis, son frère était serrurier, par exemple. Long Gaston, c'est serrurier. Donc tout ça, si tu veux, c'était des gens qui étaient plutôt manuels. Et mon papa est devenu dessinateur, donc c'était aussi un travail manuel quelque part. Et puis l'oncle Pierre faisait de la publicité à la SNCF. C'était surtout sur lui que j'ai pris modèle en fait pour faire de la publicité. D'accord. Et alors, donc ta maman, elle était commis, enfin, c'est ça, elle faisait les. Bah, maman, non, après, elle a passé enfin, elle n'a pas fait d'études très longues, mais à 15 ans, elle avait dû 14 ans passer son brevet. À l'époque, ça s'appelait, je ne sais plus comment, brevet d'études supérieures, je ne sais pas comment. Et donc, elle est rentrée dans une société où son père travaillait d'ailleurs, qui faisait de l'import-export à Paris. Et puis, elle est restée là, elle a travaillé pendant 3 ans, quoi, simplement. Puis, après ça, elle a rencontré papa, puis ensuite, elle s'est mariée, elle était relativement jeune. Donc, Elle est restée femme au foyer, comme elle est on restée dit. femme Ouais. au foyer après, puis comme elle était souffrante, elle avait une malformation cardiaque, donc elle était à la maison après, elle était D'accord. souvent reposée. Bon, ça, on en parlera lors de l'enfance. Alors voilà, moi, en tant que fils de mon père, j'entendais souvent des mots qui évoquaient des souvenirs pour toi et qui, dans ta bouche, d'une manière un peu magique pour nous, évoquaient beaucoup plus que ce que tu nous disais. Carnotin, pour moi, Carnotin, il y a l'odeur de la pomme, il y a de l'écorce, enfin, c'est des choses un peu que je me suis inventées, qui ont été collées à tout ça, mais qui certainement ont quelque chose de véridique. Donc voilà, puis j'imagine une soupente, une cuisine, du carrelage, l'odeur une odeur d'arrière-cuisine, tu sais, un peu tout ça. Et puis la rue de Lanthenay, alors là, c'est magnifique, c'est quand on était rue Lanthenay, c'est une phrase entre guillemets qui ouvre ou qui clôt une histoire. Ça, c'était quand on était rue Lanthenay, un peu comme si tu avais à l'intérieur de ta vie temporelle quelque chose de spatial. Donc tu nous distinguais tes anecdotes par des lieux. Et donc j'aimerais bien qu'on retrouve un peu ces lieux-là. Alors commencer par Carnotin, puisque c'est le lieu de ta naissance. J'ai été chercher à Brou sur Chantraine, enfin j'ai écrit pour avoir un extrait de naissance pour ma carte d'identité. Et voilà, j'ai revu il y a donc quelques semaines Monsieur Jean de Neubourg, né à Carnotin. Alors, est-ce que tu peux nous raconter... C'était une fierté pour moi d'être né à Carnotin, parce que tous les habitants de Carnotin naissaient à l'hôpital de Lagny. Donc en 1937, je ne sais pas pour quel hasard, l'infirmière, enfin mes parents avaient décidé de faire venir une accoucheuse indépendante. Et donc c'est une dame qui était d'origine alsacienne, qui est arrivée sur sa motocyclette, et on raconte toujours que je suis né à 9h du soir et que maman avait beaucoup de difficultés, j'étais un gros poupin, et par conséquent la bonne femme
est monté sur le ventre de maman et s'est assis carrément, et horrifié devant ma grand-mère, enfin toutes les personnes qui étaient là, tante Madeleine qui assistait à l'accouchement, de voir cette dame en moto qui vraiment écrasait le ventre de la maman pour faire expulser le bébé. Et pareil, quand je suis sorti, elle a dit « Ah, il est rouge, c'est un gros curé de campagne ». Donc c'était le mot de la coucheuse alsacienne. Ah d'accord, et donc quand plus tard on t'a pris soit pour un pasteur chrétien orthodoxe, ou soit pour pas un rabbin, mais enfin bon, ça, il y a quelque chose qui se greffe à ça, puisque tu étais né comme un curé alors. J'avais pas fait attention à ce petit détail. Puis alors ensuite, évidemment, Carnotin, c'est devenu un peu mythique parce que nous y allions en vacances. Et évidemment, c'était l'odeur du foin, c'était la liberté. Hein. C'est certain que je n'ai pas de souvenirs très précis des années de guerre, encore que j'ai souvenir des officiers allemands qui se sont installés dans la maison en 44 en réalité. Ils sont restés plusieurs mois, mais en 44. Et c'est vrai que j'avais 7 ans, je revois sur le canapé du bas, c'était un Hauptmann, comme on dit, un capitaine qui habitait à la maison, et il y avait la tunique verte avec le poignard, le coupe-chaud, le poignard avec la boule au bout tu sais, le poignard est dans un étui, et au bout de l'étui il y avait une boule, et il y avait cet officier qui couchait dans la première chambre à l'étage, et son ordonnance qui s'occupait de lui, qui nettoyait les bottes, enfin qui mettait les vêtements à sécher, les chemises et tout ça. Ça, j'ai souvenir ça, c'était vraiment dans notre maison. Ah, c'était vraiment important. Et alors ensuite, j'ai souvenir aussi que les avions allemands qui passaient en Rosmot au départ, bon, il y avait le village, les avions étaient investis entièrement par une unité allemande, donc il y avait juste à côté des chars à chevaux, parce que l'armée allemande, c'était pas l'armée de 44, c'était une armée en débandade, et il y avait des chevaux qui réquisitionnaient ou volaient, qui tiraient des charrettes, et puis dessus, c'était même pas des Allemands comme soldats, c'était des gens qui dormaient, c'était un peu des têtes, ils avaient des têtes de Mongols, d'Asiatiques, enfin ils avaient été récupérés je ne sais où. C'était les débris, la fin, le restant de l'armée allemande, puisque nous étions à ce moment-là en août, juillet, août 44, et le débarquement était déjà fait depuis le mois de juin, et les Américains avançaient, et donc les Allemands fuyaient. Et j'entendais aussi la nuit les batteries allemandes, enfin tout ça, ça tirait, c'était vraiment un souvenir un petit peu quand on voit dans les films la Combe-Lucien, j'ai vu ensuite les petits maquisards avec leurs fusils. D'accord. Ah oui, et ça, t'avais quel âge alors? J'avais 7 ans. 7 ans, ouais, 37, ouais. Et c'est vrai que papa, par exemple, raconte toujours qu'il a sauvé un gosse, parce qu'il y avait un petit maquisard qui avait 14 ans, qui avait son fusil, et puis qui avait ouvert le fusil, c'est un fusil Lebel de la guerre de 14, quelque chose comme ça, donc il avait ouvert le fusil, il était vide. Seulement quand on referme la culasse, on réarme, on introduit une balle. Et il a visé son copain, il était prêt à tirer. Papa dit arrête, il y a une balle dans le fusil. Et le gamin il lui dit mais non monsieur, je viens d'ouvrir, il n'y avait rien dedans. Il dit bah ouvre maintenant. Alors l'autre il a ouvert et il a vu la balle. Il tuait son petit camarade. Ça c'était la guerre, c'était l'horreur, c'était un petit peu l'horreur. Mais de l'autre côté, moi je ne m'en rendais pas bien compte. Pour nous c'était, on voyait les soldats allemands, tout ça, puis voilà. Puis ensuite on a vu les soldats américains. Et alors, mais pour vous, parce que vous n'alliez plus à l'école, il n'y avait plus d'école? Alors, c'était au mois de juillet, de toute façon, c'était les vacances. Et nous étions, en fait, papa avait pris la décision de nous emmener à Carnotin dès qu'il y a eu l'annonce du débarquement. Le 6 juin 44, il s'est dit, il a pris toute sa famille sous le bras, donc ma soeur qui avait 2 ans, et puis moi-même, et puis bon, maman, tout ça, on est tous partis à Carnotin. On attendait un petit peu les événements. Et moi, on m'a mis à l'école. C'est là, il y a un événement qui m'a marqué quand même, parce que je suis arrivé à l'école de Carnotin, l'institutrice, mademoiselle Supervielle, très beau nom pour une institutrice, n'est-ce pas, comme le poète. Et puis figure-toi qu'elle pose une question simple, je ne sais pas quoi, je réponds. Et elle prend à témoin toute la classe en disant « Voyez, ça fait 10 ans que j'essaye de me tuer, ou 5 ans de me tuer à vous donner cette réponse, et lui, il arrive, ça fait 3 jours qu'il est à l'école et il connaît la réponse. » Alors à la sortie, tout le monde s'est ligué contre moi, et puis ils m'ont lancé des pierres, et j'avais toute la classe en disant « Faucheton, machin, fils de Bosch, collaborateur », j'ai tout entendu. De Neubourg, c'est allemand, c'est donc des collabos. Ah oui, et heureusement tu n'es pas resté longtemps dans cette école. Non, parce que c'était les vacances de juillet. Et j'avais la chance parce qu'il y avait la nièce de la petite bistrotte d'à côté, là, où mon oncle Pierrot allait des fois se pochetronner.
comme on dit, eh bien, qui avait 14 ans et qui était dans le grand cours et qui m'a un peu protégé. D'accord. Et alors, mais parce que tu es né à Carnotin, mais t'as pas vécu à Non, Carnotin. bah non, nous sommes rentrés par... Mes parents étaient parisiens, hein. Donc le Carnotin, c'était les vacances. Parce que je suis né le 27 juillet, je venais pendant des vacances. D'accord. Ah oui, oui. Ah, oui. Donc ensuite, on est rentré à Paris, et puis j'allais à la maternelle à Paris, et puis j'étais à la petite école à rue Turgot à Paris, et tout était à Paris. Et ça, c'était rue Lanthenay alors? Nous habitions rue Lanthenay. Et alors, la rue Lanthenay, c'est de jusqu'à quel âge vous avez... Bah, jusqu'au décès de maman, jusqu'à l'âge de 13 ans, quoi. Moi D'accord. j'habitais rue Lanthenay jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc, la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul. Voilà. Ah, ok. Et alors, donc on peut parler de la mort de ta maman. Alors, tu avais quel âge et alors quelle maladie elle avait? Bon, en fait, elle avait une malformation cardiaque, tu sais, elle avait donc un rétrécissement mitral qui aujourd'hui s'opère très facilement, mais qu'à l'époque était inopérable. Et donc, elle était, dès l'enfance, elle était essoufflée, elle avait des problèmes de... Et c'est tout. Donc, le médecin avait dit il faudrait qu'elle ait quand je suis né, déjà, il trouvait qu'il fallait arrêter les frais, quoi. Et puis ma petite soeur est arrivée en 42. Alors, évidemment, c'était pas prévu non plus. Enfin, tout ça fait que je l'ai connue, moi, souvent, elle n'était pas très active, elle était souvent couchée, quoi. Souvent, elle se reposait. Le matin, elle allait faire des fois ses courses, tout ça, ou c'est moi qui allais en course. J'étais tout gamin, j'avais 5 ans, j'allais faire acheter le pain, tout ça, des choses comme ça. Et puis ensuite, j'allais à la cave aussi, c'était un souvenir terrible, ça. Mon père m'envoyait à la cave chercher le charbon. Quand il y en a eu, parce que pendant la guerre, il n'y avait rien. Donc c'est réglé. La guerre, pour moi, c'est un souvenir terrible parce que on avait froid. Pour moi, la guerre, c'était froid. Égal froid. Nous n'avions pas de chauffage, du tout, du tout, du tout, du tout. Et pas de couverture très chaude, pas de couette, rien du tout, ça n'existait pas. Donc je couchais dans la salle à manger, dans un petit lit moyen, hein, c'était ce petit divan, et pas de couverture confortable. Donc j'ai le souvenir d'avoir eu froid. Toutes les nuits, j'avais froid. Toujours à grelotter. Grelotter, j'ai le souvenir de grelotter. Et papa faisait du feu, on faisait du feu avec du papier récupéré. Ramassait du papier, puis il faisait il y avait une espèce de petite machine, et puis il tassait du papier pour faire des boulets, quoi, des espèces de boulets de papier, des boulettes. Ah ouais, Et ça brûlait rien du tout, ça chauffait. Mais moi j'ai vu à la maison, il y avait du gel sur les carreaux à l'intérieur. Ah, dis donc, ouais. D'accord. Et alors, quelque chose qui m'avait marqué aussi, je sais pas si tu es prêt à l'évoquer, de toute façon on couperait au montage si finalement tu n'étais pas satisfait, hein. Mais quelque chose qui, dans la culpabilité, qui peut marquer un homme et qui me touche beaucoup, c'est, voilà, alors tu m'avais dit il y avait une dispute et puis ton papa avait eu un mot qu'il n'avait peut-être pas pensé, il n'avait pas réfléchi aux conséquences et qui t'a marqué longtemps, juste avant la mort de ta maman. C'est vrai qu'avec ma sœur, on avait quand même une tendance à la dispute. Je ne sais pas pourquoi, elle était un petit peu... elle me cherchait un petit peu, elle avait toujours été drôle, tout ça, mais elle avait 5 ans de moins. Mais bon, elle était assez vivante, et puis elle avait déjà son petit caractère, et elle avait tendance un peu à se disputer. Et c'est vrai que la veille de la mort de maman, donc je m'en vois très très bien, c'est une image que j'ai toujours en tête d'ailleurs. Le lit, la pièce était tellement petite, puisque c'était des appartements très très petits. Hein, c'est pour ça que après j'ai construit une maison, ma première maison faisait 300 mètres carrés. C'était le besoin absolu de vivre dans de l'espace, parce que c'était si petit que le lit, entre le bois du lit, hein, et le mur, il devait y avoir à tout casser 40 cm. Tout casser. Donc on se glissait le long du mur, entre le mur et le lit, on se glissait pour aller... Et ma sœur avait son petit lit, un tout petit lit qui était près de la cheminée, une fausse cheminée, hein, qui était près entre la fenêtre et le lit, et puis il y avait un placard, et c'était tout. Tout le reste, c'était des dimensions extrêmement petites, la pièce était extrêmement petite. Et donc avec ma sœur, on s'était disputé, il y en a qui tirait l'autre, qui voulait passer, ou je ne sais quoi. Et papa nous a dit, ce qui n'était pas du tout méchant, comme tu dis, et c'était tout à fait bien de le dire, bon, arrêtez les enfants de vous disputer, vous allez fatiguer votre maman. Et puis moi je me suis couché, on s'est couché, tout ça, et puis vers 6 h du matin, il est venu, il m'a réveillé, et puis il m'a dit, ta maman n'est plus. Dis donc. Alors évidemment, de là à penser que ça l'avait trop fatigué, qu'on s'était disputé, évidemment. Parce que là enfin, c'est pas pour charger le grand-père, hein, parce que toi tu m'avais dit, parce que c'est quelque chose qu'on dit, vous allez
Moi, ma voisine me dit, ah là là, vous allez me tuer, vous allez me Oui. faire mourir. Non, tout non, ça. il n'avait pas, Non, il avait pas j'ai pas utilisé été ce jusqu'à terme-là. là. Enfin, j'ai pas souvenir Enfin, de ce terme-là. dans ta tête, ça s'est associé très vite, ouais, Voilà. la cause à effet. C'est-à-dire que comme elle était très fatiguée, et parce qu'en définitive, tu sais, quand on décède, souvent, on dit que les gens qui vont mourir vont mieux. Et l'année précédente, nous avions été déjà, maman encore vivante, nous avions été recueillis par notre grand-mère, déjà, qui s'occupait des repas, qui nous couchait, etc. Et puis à la rentrée scolaire du mois de septembre 1950, parce que c'était en 1950, fin septembre, parce qu'à l'époque on rentrait fin septembre, voire début octobre, donc maman allait mieux, il y a eu un mieux, et elle avait souhaité nous reprendre. D'accord. Et donc pour nous voir, parce qu'autrement on allait voir notre maman que le mercredi, enfin le jeudi à l'époque, que le jeudi. Donc elle a souhaité nous reprendre, et donc nous sommes retournés habiter rue Lanthenay début octobre, et elle est morte le 30. 30 octobre. Le 31 octobre 1950. D'accord. Voilà. Donc tu vois, donc c'est tout ça, ça allait mieux, mais c'était un mieux Une rémission avant. une rémission avant son départ. Et je ne l'ai pas vu, papa ne m'a pas dit, va l'embrasser, tout ça, rien du tout. Ça m'a beaucoup, ça c'est une chose qui m'a aussi beaucoup manqué. Il n'a pas voulu qu'on aille à l'enterrement, ni ma soeur ni moi, nous n'avons pas été à l'enterrement. Je restais à la maison, je n'ai pas compris pourquoi. Et par contre, je l'ai vu sur son lit de mort, dans la glace, parce qu'il y avait une glace dans le petit couloir, et du petit couloir, j'ai aperçu son visage, que j'ai encore en tête, comme si c'était hier, à la minute même, dans cette glace. Ah, dis donc, il a voulu effacer, enfin, il y a quelque chose. J'ai pas compris. Et après son décès, très rapidement, il a effacé tous les souvenirs qui étaient quasiment, qui leur étaient communs. C'est-à-dire qu'il a donné des beaux livres à une bibliothèque, puisque moi-même j'allais consulter à Fornay, et je voyais dons de Roger de Neubourg, des beaux livres d'art, des choses comme ça. Alors hier, on avait l'épisode Carnotin, on avait commencé un peu sur la rue Lanthenay. Alors aujourd'hui, on va reprendre la rue Lanthenay, un peu l'adolescence et puis jusqu'au mariage, puisque tu t'es marié relativement jeune par rapport à nous, qui sommes un peu, qui rallongeons la vie de garçon. Alors tu me dis que tu avais fait un tableau, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu, que tu prennes le tableau, que tu nous montres un peu ce que ça représente et puis à quel âge tu l'as fait. Bon, je ne sais pas si c'est bien comme présentation, alors en fait... Mets-le un peu en dessous. Voilà, ouais, voilà. C'est ma première peinture à l'huile, c'est amusant parce que bon, j'ai fait de l'aquarelle quand j'étais un peu plus jeune, là je devais avoir 17 ans, et c'était le village de Carnotin, vu de notre maison. Hein, donc j'étais sur une toiture, on aperçoit ici l'autre toiture qui donnait sur la rue, et puis bien sûr l'église, avec au fond la petite tourelle d'un espèce de petit château qu'on appelait château de Carnotin, en fait, qui était une bâtisse un petit peu plus originale. Alors bon, ce qui est amusant, c'est que je n'avais rien du tout pour faire ce travail, donc j'avais utilisé un vieux matelas, une vieille toile à matelas qui était dans un grenier, que j'avais enduit de blanc en Espagne. Avec Chloé, etc. D'accord. Alors, on arrive à... alors, tu disais, donc, voilà, la naissance à Carnotin, tu retournes rue Lanthenay. Alors, quelque chose qui m'a frappé aussi, qui était intéressant, qui montre un peu l'exiguïté des appartements de l'époque, c'est que c'était tellement petit que tu dormais avec ton papa, enfin, il y avait un lit pour ta sœur, et puis un petit lit pour ta sœur, et... C'est-à-dire que ça c'était dans rue Lanthenay, bon, c'était effectivement très exigu, puisque l'appartement, en tout et pour tout, cuisine, WC, entrée, et les deux pièces faisaient en tout 23 mètres carrés. Et malgré tout, il y avait un certain look, puisque dans la salle à manger, il y avait des fenêtres avec des vitraux. Et ça intriguait tous mes petits camarades qui disaient, il y a des vitraux chez toi. C'était un peu comme dans une église, quoi. Ouais. Mais tout ça, c'était le côté nord, c'était pour te dire que, en fait, effectivement, mes parents dormaient donc dans la chambre avec ma petite sœur, et moi je dormais dans la salle à manger. Et il faut savoir qu'encore en plus,
papa était à son compte et qu'il avait donc surhaussé la table de salle à manger par un plateau avec des cales et il faisait dans le coin la petite machine à piquer où il faisait ses dessins, etc. Et ensuite il ponçait ce qu'on appelait le ponçage. Il avait tous ses tissus, des combinaisons, enfin des nappes, tout ça dont il faisait sur la table. Et il recevait donc les clients. Dans cet appartement, il recevait les clients. Les clientes, évidemment, arrivaient au 5e étage, complètement essoufflées, puisque c'était un 5e étage sans ascenseur. Mais nous avions la chance d'avoir sur la chambre la fenêtre qui donnait plein sud, et j'ai souvenir toujours d'avoir, bien sûr, on apercevait Notre-Dame dans la brume toujours, mais surtout les deux souvenirs les plus marquants, c'est au moment de la Libération. C'est pour ça qu'on a dégagé, on est tourné à Carnotin, c'est qu'il y a eu un bombardement américain sur la gare de triage de Villeneuve-Saint-Georges, qui était donc exactement dans l'axe de notre vue. Donc on voyait toute la nuit, on a vu des flammes, le ciel était enflammé, et on a surtout vu de l'autre côté, c'est-à-dire sur le côté nord, on a vu les bombes qui sont tombées sur le quartier de la Goutte d'Or. Bombes américaines il y a des bombes, 2-3 bombes américaines qui sont tombées sur le côté de la Goutte d'Or parce qu'ils bombardaient en fait tous les nœuds ferroviaires du nord de Paris, et puis il y a une bombe qui a été larguée un peu trop loin, et j'ai connu ces maisons démolies, je ne sais même pas si elles ont été reconstruites, enfin il y avait toujours un trou, c'est resté pendant 20 ans avec un trou dans le quartier de la Goutte d'Or. D'accord. Et alors, ouais, parce que non, mais c'est quelque chose, une anecdote, hein, le lit, tu veux pas me... Alors ça c'est autre chose, parce que quand notre chère grand-mère nous a recueillis, et bien évidemment, elle avait 2 appartements. Il y avait l'appartement avec ma grand-mère et mon grand-père qui avait donc paralysé depuis 20 ans, donc qui était, enfin pas paralysé physiquement, uniquement aphasique, mais qui avait quand même des difficultés moteurs. Et donc, si tu veux, le problème, c'est qu'elle avait cet homme à s'occuper, elle faisait sa toilette, enfin c'était quand même déjà lourd pour elle. Hein. Bon, en plus, papa lui colle, à la mort de maman, lui colle les 2 enfants qui avaient 5 et 13 ans, en disant, bah, entre nous, débrouille-toi. Bon. Et heureusement, elle avait une sœur, sa sœur qui était veuve de Léon de XIV, c'est bien la maman de Billel, et donc qui, elle, avait un appartement de 2 pièces également au 3e étage. Donc en tout, on avait 4 pièces. Mais 4 pièces pour beaucoup de personnes, parce que papa donc venait dîner le soir et dormait à la maison. Et du coup, alors ma vieille tante, qui avait donc déjà 70 ans, elle dormait dans un lit-cage dans sa salle à manger. Et elle nous avait laissé sa chambre où il y avait un grand lit de 2 personnes et où je dormais avec mon père. Et j'ai dormi avec mon père jusqu'à l'âge de mon mariage, jusqu'à 24 ans. D'accord. Et le grand-père, il avait gardé la rue Lanthenay comme atelier, enfin comme... Tout à fait, c'est ça. D'accord, comme bureau. Alors si ça t'intéresse, je peux montrer parce que c'est là je pense que tu peux couper. Ouais. Je vais te montrer. Parce que si tu veux, ça fait partie d'un souvenir. Non mais tu peux le mettre parce que tu vois, je suis coupé là. D'accord. Là c'est bon, c'est parti. C'est parti? Ouais. Bon, alors, ce qui est extraordinaire en définitive, c'est que je vous montre ce portrait, parce que ça c'est le portrait du père de Billel. Le père de Billel qui a été tué le 5 septembre 1914 à Saint-Souplet. Il était donc sous-officier, sergent, et vous voyez comme il est habillé, avec les épaulettes rouges, la tenue bleue, et puis ils avaient un pantalon rouge et un képi rouge. Voilà, c'était bien pour faire la guerre. Hein. Et il est sorti de sa tranchée pour commander le feu, et à ce moment-là, il a reçu une balle en plein front. Donc il a été tué le 5 septembre, ça lui a épargné beaucoup de souffrance. Mais toute mon enfance, j'ai dormi dans une chambre où il y avait ça au-dessus de notre lit. Et je m'endormais en voyant ça. Et je voyais ces 2 médailles, la médaille militaire et la croix de guerre. Par exemple. Voilà. D'accord. Et ensuite, quand Billel était très âgé, donc son fils, hein, le cousin de papa, donc, eh bien, la chose que j'ai eu envie de lui dire, j'aimerais que tu me donnes ce portrait avec celui de ta maman qui était à côté, quoi. Et il m'a dit, mais bien sûr Jean, donc c'est le plus beau cadeau qu'en fait qu'il m'ait fait jamais. Évidemment, outre les petits billets qu'il me donnait quand nous étions enfants, mais c'était vraiment ça qui était pour moi très très important. Et je l'ai toujours avec moi, et je l'emmènerai pendant mon cercueil, mais c'est vraiment un portrait fabuleux, quoi. D'accord. Bon, maintenant je... Alors il y a un petit épisode aussi, avant de passer les plus grandes histoires, le scoutisme, le christianisme, le mariage, etc. Quelque chose qui, tu nous disais, alors nous on a des romans, on a surtout la télévision, toi tu avais la radio.
Alors, il y avait un petit feuilleton à la radio, quelque chose qui n'existe plus vraiment, sauf sur des radios bleues, je sais pas, ou France Culture. Il y avait tu nous disais, tu partais à l'école toujours un peu en retard parce que tu voulais entendre ton feuilleton. C'était quoi ça? Ah, ça c'est une bonne question auquel je n'avais plus pensé depuis très longtemps. C'était l'émission de Francis Blanche et Pierre Dac, Malheur au barbu. Ah, donc c'était une petite ritournelle et tous les midis, c'était de 1h à 1h05 ou 1h10, il y avait Malheur au barbu. Et c'était des loufoqueries à la Pierre Dac, Francis Blanche, désopilantes. Et donc je partais en courant, bien entendu, au Collège Colbert, puisque j'attendais la fin de l'émission. Et l'émission partie, je partais en courant pour être à 1h30 au Collège Colbert. Et là, c'était des trucs complètement stupides. Maintenant, bien sûr, ça ne fait même plus rire personne. C'était « Bonjour monsieur, où se trouve la sortie de... » Juste au-dessus de la pendule. « Et où se trouve la pendule ?» Juste au-dessus de la sortie. Bon, nous, on était morts de rire, mais maintenant, évidemment, c'est un peu stupide. Aujourd'hui, l'humour, il y a des modes, hein, ça va revenir, hein, le gros gag. Et tu te souviens pas, il n'y avait pas une petite chansonnette et tout ça? Si, c'était Malheur au barbu, il y avait une espèce de ritournelle, Malheur au barbu, je ne pourrais pas la chanter, mais effectivement, c'était une petite... Et avec les copains? Il y avait un petit truc comme ça avec... Et avec les copains, vous ressortiez ça? Non, pas du tout. C'est ça qui est dramatique, parce que comme mes copains étaient des gens qui habitaient souvent un peu plus loin que moi du collège, donc ils ne pouvaient pas, ou ceux qui mangeaient à la cantine n'avaient pas la chance de voir ces épisodes, ou alors, ils étaient trop loin, donc ils n'avaient pas le temps d'arriver à l'école. D'accord, donc toi, tu été l'un de ceux qui rentraient chez eux le midi. Voilà, j'avais la chance, puisque ma grand-mère habitait tout près du collège Colbert, donc on était au Faubourg Saint-Martin, rue... Ouais. Et alors, la grand-mère, donc elle a pris la place, enfin pas pris la place, mais elle a remplacé ta maman. Elle a pris le rôle de maman. Et alors, tu as un bon souvenir, enfin, c'était une bonne grand-mère. Ah oui, absolument. Elle avait toutes les qualités de la grand-mère et toutes les qualités de la mère. Alors tout était toujours tout prêt à l'heure, c'était personne d'un dévouement, d'une bonté, Et entre ton père et sa mère, il y avait aussi une complicité. Il y avait une complicité qui était même peut-être excessive parce que finalement papa avait un peu... c'était en même temps, c'était assez complexe, mais bon, c'était le petit enfant, le deuxième garçon chéri. On posait un peu quelques petits problèmes quelquefois parce qu'évidemment, oncle Pierre pouvait être un peu lui qui était l'aîné, enfin l'aîné de 2 ans, hein, mais bon. Et c'est vrai que ma grand-mère a retrouvé son petit garçon en fait. Quand papa est devenu veuf, elle a été très triste parce que je pense qu'elle aimait beaucoup maman aussi, mais elle a repris son petit garçon. D'accord, ouais, ça a pu peut-être aussi donner le fait que le grand-père ait un peu ce caractère ambivalent, un peu nerveux, un peu mou. Hein, Cela dit, il ne s'est jamais remarié d'une certaine manière, donc il aurait pu refaire sa vie assez vite. Ouais. Parce que quand on a 2 enfants, aujourd'hui, même les prêtres, l'Église catholique a toujours, dont il était un membre actif, je veux dire, ils disent toujours quand on est veuf, il faut se remarier, c'est un devoir effectivement pour élever les enfants. Bon, et là, non, il ne s'est jamais remarié, il a donné son temps à plein d'œuvres et tout ça, il n'était jamais à la maison hein, en fait. Ou il était à son bureau, enfin son atelier, ou il était à droite à gauche, à la Croix-Rouge, je sais pas. D'accord, peut-être ouais, c'est le fait que la grand-mère vous a recueilli tout ça, mais du coup ça l'a un peu empêché de... Parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, j'imagine qu'il y avait le côté aussi pratique, il fallait retrouver une femme aussi pour s'occuper des enfants, et là comme il y avait déjà une femme, c'était la grand-mère, enfin bon. Il n'y avait pas de place pour une nouvelle femme. Voilà, c'était ça. Alors, bon, avec maman, vous êtes connus un peu par l'intermédiaire de la paroisse, etc. On va voir ça. Mais d'abord, l'une des grandes histoires, c'est le scoutisme. C'était quelque chose quelque chose qui a pris beaucoup de place dans ta vie. Hein. Tout à fait, parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est lié. Tu sais, je te l'avais pas dit, mais en fait, quand j'étais enfant, j'avais dans ma tête une date. Une date, pour moi, devenir grand, c'est quand on avait 13 ans. C'est bizarre parce qu'il y a des gens qui disent ouais, c'est quand j'aurai 20 ans, quand j'aurai 18 ans. Moi, c'était quand j'aurai 13 ans, je serai grand. Et l'année de mes 13 ans, j'ai perdu maman. Donc j'ai dit, le jour, à la minute même où papa m'a annoncé ça, j'ai eu deux choses en me disant maintenant il faut que tu te débrouilles. Et puis d'autre part, comment on va prendre ça, comment ta petite sœur, comment Annie, donc ma sœur, va prendre
cet événement, parce qu'elle était tellement attachée à sa mère, elle pleurait tout le temps quand elle partait en week-end, enfin quand elle nous laissait pour la semaine à Carnotin, tout ça. Donc si tu veux, j'ai eu cette angoisse en fait. Mais 13 ans, c'était donc je devenais un homme, il fallait que je me débrouille. Et à la rentrée scolaire, premier devoir de français, merci monsieur le professeur de français, si ça peut te donner une idée, première classique aux élèves, voulez-vous nous faire une relation, enfin une rédaction, plus exactement, on disait à l'époque, pour raconter un souvenir de vacances. Et j'avais un petit camarade, Pierre Creusevaux, qui raconte une histoire, et puis je comprenais au travers de ça que c'était un camp, qu'il avait fait un camp avec d'autres garçons, qu'il y avait un jeu de nuit, qu'il y avait tout un scénario, enfin maintenant on dirait un jeu de rôle, ou tout ça, où chacun avait ses choses à faire, et en définitive, j'ai été passionné par ça, et juste après le cours, parce que le professeur avait un peu lu son texte qui était un des meilleurs, et du coup, à la sortie, à la récréation, je suis allé vers lui, j'ai dit Pierre, est-ce que enfin Creusevaux, parce qu'à l'époque on s'appelait par notre nom de famille, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu plus sur ce souvenir? Il m'a dit oui, je fais partie des scouts. Et 15 jours après, je rentrais dans les scouts de Saint-Vincent-de-Paul, à la 55e Paris. Donc j'étais entraîné, je me suis... Alors tu t'es lancé, alors au début c'était louveteau, c'est ça? Non, alors moi j'avais 13 ans, donc je suis rentré tout de suite chez les scouts. D'accord, les louveteaux c'est plus jeune. Les louveteaux c'est les petits, c'était 8-12 ans, et puis 12-16 ans les scouts, et puis ensuite 16-17 ans, 18 ans les routiers, puis après... D'accord. Et ensuite tu as fait comme ça, et t'es devenu un peu dans les chefs, je sais pas comment on l'appelle. C'est-à-dire que, oui, assez rapidement, j'ai fait ma promesse au bout d'un mois. En général, c'était 6. Là, un mois après, je faisais ma promesse. Bon, j'étais déjà plus âgé, donc forcément, j'avais gagné du temps. Et puis, j'étais très, très motivé, en fait. Donc, j'étais chef de seconde patrouille l'année d'après. Et puis, chef de patrouille, à 14 ans, j'étais chef de patrouille, quoi. Donc, D'accord, ça a été vite. Et alors, les scouts, c'était donc les garçons et les filles d'un côté. Tu as connu maman par l'intermédiaire des scouts, non? Tout à fait. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait une cour, la cour du patronage, qui était en même temps la cour des scouts, donc dans le local paroissial, juste derrière l'église Saint-Vincent-de-Paul, c'est une si belle église, construite par Hittorf. Mais les deux locaux étaient contigus. Il y avait les louveteaux à droite et puis les scouts à gauche. Et donc, elle avait 17-18 ans, elle était cheftaine en fait. Et puis moi j'étais scout. Mais en fait je ne l'ai pas connue à ce moment-là, puisque elle n'était pas encore cheftaine, parce que moi j'étais encore jeune. Donc de fil en aiguille, j'étais un petit peu à droite, je faisais la Massillon, enfin j'ai été assistant pour un peu faire mes classes dans différentes troupes. Et en particulier, je faisais la Massillon, qui était un souvenir assez particulier, puisque Massillon, tu ne sais pas où c'est, mais c'est dans l'île Saint-Louis, c'est à côté, enfin, de l'autre côté de l'île Saint-Louis, c'est une boîte privée, assez huppée. J'avais parmi les scouts, j'ai le souvenir qu'il y avait Fleury Michon, par exemple, le type des jambons. Là. Il y avait Villemorin, il y avait un Villemorin, enfin, c'était des gens plutôt... J'avais un autre garçon qui était un assistant aussi fabuleux. Il m'avait reçu chez lui, il avait un appartement, son père avait un immeuble entier place des Vosges, avec 1000 mètres carrés de jardin derrière, sublime. C'était... Ah oui, je suis rentré dans des appartements, celui qui habitait quai de la Mégisserie, des fenêtres du salon de ses parents, on voyait le palais de justice. Pont-Neuf à droite, palais de justice. Juste là, l'appartement était là, plein sud, avec 5 fenêtres en façade. C'était un monde que je découvrais absolument incroyable. Ensuite, donc, service militaire, et c'est en rentrant entre deux, quand je suis resté les 9 mois à Paris, que j'ai rencontré ta maman, qui elle était cheftaine à ce moment-là, et moi j'étais assistant. D'accord. Alors on revient un peu là-dessus aussi sur, tu me disais que donc tu voyais des gens par l'intermédiaire du scoutisme, des scouts, des gens très, très riches, et toi avec l'appartement de 20-25 mètres carrés, etc., tu avais un peu, quand ils t'invitaient, alors tu disais oui, des fois tu n'osais pas trop rester. Ben, c'était ça, oui, bien sûr. Alors là, dans le cadre du scoutisme, c'était pas des invitations, c'était dans le cadre du scoutisme. Donc là, on était tous habillés en uniforme, c'est l'intérêt de l'uniforme, on était tous au même niveau. Mais dès que les gens se mettaient en civil, moi j'étais un peu locteux, puis eux, ils étaient habillés chic, je veux dire, c'est tout. J'ai même vu, j'avais un garçon,
il passait à l'arrivée d'un scout, il dit excusez-moi, je vais à une soirée, il était en smoking. Bon, moi je connaissais pas tout ça. Mais c'est évident que quelque part, je me suis dit, je vois pas pourquoi eux, il y a des gens qui ont un 5 pièces, un 5 pièces face au machin, et pourquoi moi j'aurais pas une belle maison, quoi. Et c'est un peu ce qui m'a motivé aussi pour dire, j'aurais du mal, je passerai par la petite porte, évidemment, je travaillerai dur, mais j'aurais aussi, j'offrirai à mes enfants un cadre, parce que j'avais quand même l'idée d'avoir des enfants, un cadre qui tienne la route, quoi, qui soit pas à 23 mètres carrés. Je vais pas mettre mes enfants dans 23 mètres carrés, ça je peux pas, quoi. Alors, il y a quelque chose aussi qui m'intéresse moi particulièrement, enfin qui est anecdotique, c'est que moi j'avais pris des cours de philo dans ce qu'on appelle le lycée Colbert. Alors moi je t'entendais dire, j'étais au collège Colbert, Alors je sais pas, c'est le même endroit? Oui, c'était au départ ça s'appelait École supérieure Colbert quand mon père y allait. C'est devenu Collège Colbert quand j'y suis allé, et ensuite ça a pris l'appellation de lycée. Voilà. Parce qu'ils se sont Parce qu'il y spécialisés. avait, oui, ou peut-être parce que, mais déjà à mon époque, on allait jusqu'à la terminale, donc c'était un lycée par définition, tu sais, parce que l'appellation collège c'est jusqu'au troisième et puis ensuite. Donc le collège Colbert, il est entre le métro La Chapelle, le métro Louis Blanc et Stalingrad, dans ce truc-là avec les rails de Gare de l'Est. Et oui, moi quand je rentrais, donc il y avait une cour, enfin bon, bref. Et alors le collège Colbert, tu t'en es sorti pour rentrer aux arts appliqués, enfin ça c'est comment? C'est ça, j'étais en troisième, et puis j'étais en fait, j'ai une petite maladie, je ne sais plus exactement quoi, une petite grippe, et en fait je n'avais plus tellement envie de continuer des études classiques, parce que je ne voyais pas très bien où ça m'aurait mené. Et en fait, mon oncle Pierre, donc frère de papa, a eu l'idée de dire pourquoi il ne ferait pas les arts appliqués, parce que lui-même, il avait suivi des cours du soir aux arts appliqués, qui était une école relativement fondée récemment, enfin qui avait été fondée en 1927. Et c'était un petit peu la formule, enfin pour les gens qui connaissent le métier, c'était l'école, un petit peu le Bauhaus français, si on veut. Hein. C'est-à-dire une école spéciale où on pouvait travailler les arts appliqués. Ça s'appelait École des arts appliqués à l'industrie. Donc arts appliqués à l'industrie. Donc il y avait la publicité, la décoration murale, le vitrail, la terre cuite, enfin tout des arts qui étaient mineurs, ce qu'on appellerait par rapport aux grands arts, architecture, etc. Et il m'a dit, il pourrait peut-être faire ça. Bon, papa s'est renseigné, et c'est vrai que là, il m'a dit, écoute, j'ai vu un monsieur qui m'a expliqué le concours, c'est un concours, il y a quand même beaucoup de candidats, il y a quand même pas beaucoup il y a à peu près 1 sur 10 qui est pris, et s'il ne suit pas les cours du soir, il n'arrivera jamais, parce que c'est un concours assez spécifique. Donc j'ai commencé à suivre des cours du soir, et ces cours du soir avaient lieu le dimanche matin. Bon, ça fait rire évidemment Pierre Blanche, mais pas les autres. Et donc, grâce à ces cours, bon, j'ai passé le concours au mois de mai, je crois. Il y avait 400 et quelques candidats, et j'ai été reçu, je ne me rappelle plus, je m'avais mon numéro de place, mais c'était dans les 25 ou 30e. Enfin. D'accord. Donc pour moi, c'était clair, je rentrais aux arts appliqués. Alors, moi, j'ai un petit peu ensuite, j'avais un petit peu mis sous le boisseau le reste. Mais bon, de toute façon, c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus sévère parce que c'est toujours, on est pris dans une école sous réserve de l'obtention du BEPC, du bac ou je ne sais quoi, et que moi, c'était la chance, on était pris et on s'en fichait de savoir si tu avais le BEPC ou rien du tout. J'avais des camarades bacheliers et j'avais d'autres qui n'avaient rien du tout, qui avaient un certificat d'études. D'accord. Alors là, les études, les arts appliqués. Alors oui, quelque chose qui m'amusait aussi, c'est parce que bon, c'est l'ami de ton papa qui a dit qu'il pourrait peut-être faire ça, mais tu avais quand même... Non, l'oncle Pierre. L'oncle Pierre, oui, je m'occupais. Attends, non, je vais mettre ça plutôt comme ça. Mais tu avais des prédispositions, parce que je me souviens que tu disais que parfois à l'école on disait il faut rendre le devoir et tout ça, puis toi tu fabriquais un train électrique ou un petit paysage, qu'est-ce que c'était tout ça? Oui, avant de rentrer chez les scouts, c'était d'ailleurs une chose qui était peut-être un peu malheureuse, c'est que finalement j'avais
une grande activité de miniaturistes et je faisais des trains effectivement électriques. Alors au départ, c'était pas électrique, c'était des trains en bois, mais j'avais une dizaine d'années. Et puis tout doucement, j'ai un peu progressé avec des vieilles boîtes de conserve. Je tapais, j'avais une locomotive. Alors ça, j'ai tout jeté. Malheureusement, je ne peux pas t'en montrer. Mais j'avais fait une locomotive de la 232 avec carénée, tout ça. Bon. Et c'était pas électrifié parce que j'avais pas de moyens parce qu'il fallait des moteurs, tout ça. Que là, c'était uniquement des petits trains sur des petites voies. Bon, j'avais acheté des petits bouts de voie et puis je mettais mes petites locomotives dessus. J'achetais des petites bogies tout seul et puis voilà, je m'arrangeais. Et c'est vrai que pendant, on avait une classe, il y avait une classe qui donnait directement sur le chemin de fer de l'Est. Il y avait plusieurs classes avec la vue sur les chemins de fer. Alors tu penses bien que pour un amoureux des trains, je me mettais derrière au fond de la classe et je m'intéressais beaucoup plus au train évidemment qu'au cours du professeur. D'accord, donc tu étais un élève, un enfant rêveur. Si l'on veut, Ouais. et puis j'étais bon au dessin aussi, j'avais toujours des bonnes notes. C'est ça qui m'avait d'ailleurs plus ou moins encouragé. Bon, alors après, en arrivant aux arts appliqués, c'est vrai que c'était vraiment le bonheur absolu parce que nous n'avions plus, à l'époque, maintenant c'est différent malheureusement je trouve, il n'y avait plus du tout de cours généraux, il n'y avait plus que 2 heures de français par semaine, c'est tout. Tout le reste, c'était de l'enseignement artistique. Tous les matins, on avait une matinée c'était plâtre, une matinée c'était nature morte, une matinée c'était modèle vivant, et tous les après-midi, ateliers. Alors la première année, on tournait un peu dans tous les ateliers, et en fonction de ses places, on choisissait ce qu'on voulait. Moi j'ai choisi la publicité, où je suis sorti, moi j'étais 5e, deuxième, donc j'avais bien avancé. En sortant, donc j'ai pu choisir, et donc j'ai eu mon atelier sans problème. Et après, tous les après-midi, on faisait des affiches, des choses, des machins. Donc c'était vraiment le bonheur. On avait des professeurs qui nous emmenaient en visiter des musées. Enfin, c'était vraiment les études parfaites. 4 années de bonheur absolu. Et en plus, pas de devoir à la maison. Aucun devoir. La seule chose que nous avions, c'est qu'on devait rendre chaque mois un carnet de croquis qu'on devait faire à l'extérieur. Donc ça, c'était des aquarelles, des dessins, enfin, tout ce qu'on faisait en dehors de l'école pour voir un peu notre motivation. Enfin, D'accord, et tu me disais, alors tu avais du français, mais tu avais aussi fait de la philo, c'était quand? Alors, c'était du français, et la première année, on avait un professeur lambda dont j'ai absolument pu garder aucun souvenir, mais la deuxième année, nous avons eu Roger Dadoun, qui lui était tout jeune professeur, qui arrivait d'Afrique du Nord, pied noir, et qui était en train de passer sa thèse avec Gaston Bachelard, donc c'était comme hallucinant. J'ai touché par Dadoun, j'ai touché Gaston Bachelard, dont on parle en ce moment tellement. Mais c'est vrai qu'alors lui, son cours de français est devenu un cours à la Bachelard, c'est-à-dire que il démarrait, il nous écoutait de la musique, on partait, il n'y avait pas du tout d'écrit, c'était tout dans l'oral, et c'était les questions, il se promenait en jean au milieu de la classe, les 2 mains dans les poches, il était tout mince, maintenant il est devenu assez gros, mais il était tout mince, et puis alors il interrogeait les gens, il les faisait parler, enfin, c'était quelque chose de complètement déjanté, j'ai dit, mais ça, un jour, je donnerai des cours parce que c'est pas possible. C'est comme ça qu'il faut donner des cours. D'accord. Ah oui, c'est rigolo. Et le Roger Dadoun que moi j'entendais sur France Culture des années plus tard. Roger Dadoun qui a créé des bouquins sur Freud, la psychanalyse, enfin, que j'ai fait venir à l'école Estienne pour faire des conférences ensuite quand j'étais enseignant. Enfin, je veux dire, c'était quand même une personnalité qui nous a marqué et qui nous avait reconnus. Nous étions sa première classe, c'est ce que je te disais, quand on faisait notre petite réunion au restaurant, il a reconnu tous mes camarades. Ah, ça c'est un tel, ah, ça c'est un tel, Bargenet. Ça, 30 ans plus tard. 35 ans plus tard, 40 ans plus tard. Ouais. Il avait gardé les visages. C'est lui aussi qui a donné le goût du cinéma. Il avait monté un ciné-club et c'est lui qui nous a... il avait fait des projections, je me rappelle, on avait loué une fois la salle des arts et métiers. Hein, et tous ces films mythiques, hein, bon, La bataille du rail, c'était Carnet de bal avec Harry Bor et tout ça, tous ces films mythiques, noir et blanc, c'est lui qui nous a donné ce goût immodéré pour le noir et blanc et pour les films, les bons films, parce que nous, bon, c'est vrai que moi je n'allais pas au cinéma, le seul film que j'avais été voir c'était des Walt Disney, quoi. On ne savait pas trop quoi. D'où cette volonté, quand nous on a eu pareil, 13-14 ans, de nous emmener voir des films difficiles. Et je me souviens que c'était une fois sur deux, c'était les frères Pétard
Et puis une autre fois, ça nous obligeait. Alors, un coup sur deux, on y allait reculons, mais aujourd'hui, tous les films dont on se souvient, c'est ceux que tu nous as conseillé d'aller voir, enfin, avec qui tu avec nous. Top, c'est parti. Bon, alors ici donc le grand-père d'Horizon, Alphonse, hein, et puis ici sa femme, donc, qui était Célestine d'Horizon, qui est née Beignet, qui était donc d'origine de Carnotin, alors que les d'Horizon étaient d'origine de la Sarthe, hein, de Ballon. Et puis voilà donc maman qui était leur 5e et dernier enfant. Voilà donc maman, Marguerite, hein, Marguerite Noël d'Horizon. Alors écoute, voilà, toi je t'ai montré donc maman. En définitive, elle avait 15 ans, elle venait à Paris, puisque mes grands-parents habitaient Carnotin. Donc elle venait à Paris, chez Monsieur Odo, pour apporter du travail, c'est-à-dire que Monsieur Odo faisait des dessins pour la broderie, et la grand-mère d'Horizon, avec ses filles, travaillait aussi pour de la broderie. Et c'était maman qui faisait la commissionnaire quand elle venait travailler à Paris. Et elle avait été attirée par le petit dessinateur qui à l'époque avait 18 ans, qui était donc ton grand-père. Et ils se sont parlé, ils ne se sont pas parlé, puis un jour ils se sont parlé, maman avait 15 ans, papa en avait 18. Voilà. D'accord. Voilà leur rencontre. Alors voilà ici donc les grands-parents de Neubourg, donc ici Anaïs, donc ma grand-mère, et puis Henri, donc mon grand-père, avec leurs 2 enfants, donc Pierre de Neubourg qui est derrière, et puis Roger, donc mon père. Et alors ce qui est assez amusant, c'est que quand ils étaient petits, bien que n'ayant que 2 ans de différence, on disait toujours, Pierre avec son cousin Biel, disait toujours en parlant de papa, de toute façon lui, ça n'est pas grave, il compte pour du beurre. Et toute son enfance c'était ça. Quand il y avait des concours, des jeux de l'un à l'autre, on mettait 2 d'un côté et puis 3 de l'autre, avec papa étant le 3e, et les autres disaient de toute façon, il compte pour du beurre. Et j'ai l'impression que toute sa vie, il a essayé de lutter pour s'imposer par rapport à cette remarque. Voilà, le jeune homme ici de peut-être 20 ans, visiblement, qui a imprimé quand même physiquement toute une génération, puisque je trouve que même toi, Jérôme, tu lui ressembles un petit peu là, sur cette photo. C'est vrai. Alors, les grands-parents Magne, c'est-à-dire que le grand-père Magne, donc c'est-à-dire le grand-père de papa, était d'origine auvergnate. Il est monté d'Auvergne, l'aîné de ses 7 frères, et il les a tous fait venir les uns après les autres. Ils sont tous devenus, après être bougnats, restaurateurs, hôteliers. Et moi, quand j'étais enfant, on allait voir un oncle de papa, c'était son fils, le cousin, qui avait un hôtel rue du Mont-Cenis, un autre qui avait un hôtel à Villeneuve-Saint-Georges. C'était vraiment typique quoi, de l'Auvergnat, du Bougnat qui avait monté à Paris. Et ici, il a épousé une Normande. Et on disait toujours que cette grand-mère normande, c'était la misère de la famille, parce que le grand-père étant cocher de fiacre, il avait l'intention d'acheter des terrains à Château. Et quand il avait un client qui ramenait régulièrement avec son fiacre à Château, qui lui avait dit il faut acheter du terrain, parce que ça sera des terrains qui prendront de la valeur, car Paris va s'étendre. Nous sommes là dans les années 1900, à peine, même pas 1880 et 90. Et en définitive, la grand-mère qui elle était normande disait la terre ça vaut rien. Donc elle n'a jamais voulu acheter, et ils ont acheté en 1880, donc 15 ou 17, je ne sais plus exactement, de l'emprunt russe. Toute la fortune du grand-père a été perdue avec de l'emprunt russe. Aujourd'hui, nous serions bien sûr les héritiers de plusieurs hectares de terrain château. Mémé, c'était en fait Mémé, tout le monde l'appelait la grand-mère de Neubourg, on l'appelait Mémé. Et c'est vrai que cette femme, c'était une femme extraordinaire. Quand maman est décédée, papa nous a amenés, ma soeur et moi, chez sa mère, qui à l'époque avait 67 ans. Et elle nous a élevés, moi jusqu'à l'âge de 24 ans, c'est elle qui a été notre mère en définitive. Et quand elle est décédée, à près de 90 ans, 77, même Philippe de Neubourg, enfin mon cousin, tout le monde a dit c'est une perte absolue, parce que c'est vraiment elle qui a toujours été l'âme de la famille. En 1914-18, quand tous nos cousins belges venaient en permission, alors qu'ils étaient sur le front, ils venaient chez Mémé. Quand les cousins d'Auvergne montaient à Paris, on allait chez Mémé, c'était toujours chez Mémé, Faubourg Saint-Martin, que la famille se retrouvait. Et mon oncle Pierre, avec son humour, disait toujours, de toute façon, chez Mémé, tant qu'il y a de l'eau au robinet, il y a de la soupe dans les assiettes.
Alors Pierrot d'Horizon, c'est donc le frère, non pas aîné, mais c'est un frère un petit peu plus âgé que maman, puisqu'il était né en 1906 et maman était née en 1913. Donc là, il est pendant la guerre, il est prisonnier en Allemagne. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, qui est donc le père de Liliane. Alors ici, nous sommes dans une photo assez extraordinaire de 1936, sur laquelle figure donc Biel, Gabriel Potelet, celui qu'on surnommait Biel, et qui était un personnage d'une générosité incroyable. Quand j'étais enfant, je me rappelle que nous n'avions pas de Noël, enfin presque rien, pas d'argent de poche, et c'était lui qui, par des astuces diverses, nous donnait un petit billet de 50 francs, un petit billet de ci, un petit billet de ça, et ce qui m'a permis de subsister, de faire tous mes petits bricolages.